plonger dans quatre témoignages, 4 retours d'expérience brefs, mais très intéressants, sur des projets biosourcés et géosourciers, 4 histoires professionnelles éclairantes qui vont nous parler des voies à suivre ou à créer. Et vous pourrez à nouveau réagir à l'issue de leur récit. Nous accueillons donc Sylvia Devescovi, consultante dans l'éco-construction et qui est intervenue sur le projet Cycleterre, à l'époque pour la ville de Sevran. Julien Murat, Ayokdu, éco-artisan à la tête de Mater Premier Habitat et membre du conseil d'administration du collectif Paille Île-de-France. Philippe Lamarck et Arthur Cordelier, qui sont respectivement président et directeur général de Wallup. Et enfin, Antoine Brochard, architecte au sein de l'agence ABDPA. Donc du coup, ça nous a clairsemé la salle. Mais nous sommes encore tous là pour parler. On débute avec vous, Sylvia. Vous pouvez vous rapprocher, en fait, vous êtes mis loin de moi. Un chiffre pour commencer et pour comprendre de quoi on va parler avec ce projet Cycleterre auquel vous avez contribué. 90% des déchets urbains proviennent des déblais liés aux travaux de grande ampleur. Et est-ce que Cycleterre était une solution ou est une solution aujourd'hui pour transformer ces soi-disant voilà, déchets de terre, ces déblais, en atout? Cycleterre est une solution. C'est plutôt une solution qualitative qu'une solution quantitative au problème des déblais. Donc 2 mots sur Cycleterre. C'est une fabrique de matériaux de construction en terre crue qui a été créée à Sevran dans le 93 en 2021, on va dire, par un projet qui a été financé par l'Europe et conduit par la ville de Sevran de 2017 à 2021. Et Cycleterre s'attaque à 2 enjeux. Effectivement, la question des déblais de chantier. Donc, que faire des terres excavées qui représentent d'immenses volumes? On parle de 500 millions de tonnes excavées en Île-de-France entre 2018 et 2030. Ce sont des chiffres de la région. Et deuxième catégorie d'enjeux, c'est décarboner le bâtiment et créer des habitats qui sont plus sains, qui sont plus beaux, qui sont moins impactants pour l'environnement. Alors pourquoi la terre est une matière vertueuse, la terre crue? Ça a été dit déjà au cours de la première table ronde. Il y a plein de qualités à la terre. La terre est un très bon régulateur de l'humidité dans le bâtiment. Par exemple, j'avais discuté avec une femme d'origine algérienne qui avait grandi dans un bâtiment en terre crue. Elle m'avait dit, dans ma famille, personne n'avait de rhumatisme. Donc la question de l'humidité, de la régulation de l'humidité, contribue énormément au confort dans le logement. Il y a aussi un confort thermique, notamment qui est apporté par la capacité d'inertie de la terre. Ce n'est pas forcément un très bon isolant, la terre crue. En revanche, la capacité de déphasage permet de lisser les pics de température dans la journée. Et donc, ça fait aussi des environnements où parfois on peut se passer de climatisation, par exemple. Et en fait, il y a des enjeux, des qualités de la terre qui sont vraiment mesurables, quantifiables, comme l'affaiblissement acoustique, comme l'inertie thermique. Et après, il y a comme sa réversibilité. Donc, ce sont des aspects qui sont à la fois bons pour l'environnement, mais qui sont bons aussi pour le confort de vie dans les logements. Et après, il y a quelque chose qui est vraiment immatériel et impalpable, c'est le côté esthétique et le plaisir qu'on a tous à vivre dans des lieux construits avec des matériaux naturels. Et utiliser la terre, c'est aussi des vertus écologiques, vous en avez parlé tout à l'heure, et des vertus sociales. Et des vertus sociales, bien sûr, il y a un rapport en fait déjà aux éléments. Et puis aussi, ça demande une intelligence. Ça permet aussi de créer des emplois dans lesquels on demande aux personnes de connaître la matière, de savoir comment l'interpréter, comment l'utiliser. Et donc, ça fait appel aussi à l'intelligence des personnes. Pourquoi, à l'époque, la ville de Sevran s'est intéressée à ce projet ? En fait, j'ai envie de passer la parole pour cette question à une personne de la ville de Sevran, parce qu'on a 2 élus de la ville de Sevran dans la salle. Moi, je ne travaille plus à la ville de Sevran, en fait. Donc, je ne sais pas s'il y a un élu de la ville de Sevran qui a envie très rapidement de prendre la parole. Mais sinon, en 2 mots, juste pour avoir la température de l'intérêt. Je continue. Oui, je compte sur vous, parce qu'on est déjà en retard. La ville de Sevran, donc je parle sous le contrôle de Dalila Arabe et de Jean-François Bagnon, s'est engagé dans ce projet pour plusieurs enjeux. Il y avait déjà une question très locale de création de gare du Grand Paris Express, donc avec création de déblais de chantier.
c'est une très belle chose que Sevran puisse avoir 2 gares du Grand Paris Express, mais ça vient aussi avec son lot de contraintes, donc notamment la question des déblais de chantier. Donc trouver une façon intelligente de recycler ces déblais, c'était vraiment important pour la population. Et après, il y a tout le volet de la création d'emplois, notamment dans une ville qui a connu l'industrie, comme autant de villes à Seine-Saint-Denis, et qui aujourd'hui a été abandonnée par l'industrie, par les emplois productifs. Donc il y avait aussi un enjeu de se dire, mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui de remettre de la production dans la ville, de ne pas être que sur du commerce, sur du tertiaire pour l'activité économique, et de créer une activité productive qui vit bien dans son environnement. Alors la terre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pour la mettre en œuvre, il n'y a aucune cuisson nécessaire. Selon la technique de construction employée, elle peut être mélangée à de l'argile, du sable, de la paille, sans ajout de liant, à l'exception de stabilisants biosourcés. Cycleterre, c'est une aventure qui est justement sortie de terre en 2021, mais elle venait d'où cette idée? Pourquoi les acteurs se sont réunis pour mettre en œuvre cette démarche? Et quels acteurs d'ailleurs? Je dirais que le déclencheur, c'était une expo qui a eu lieu au pavillon de l'Arsenal, qui s'appelait Terre de Paris, et qui visait à montrer que, donc, globalement, traditionnellement, dans la construction en terre crue, on construit avec la terre qu'on a sous nos pieds. Et cette expo a eu pour mérite de dire, mais la terre qu'on a sous nos pieds, on l'a aussi en région parisienne. Ce n'est pas que à la campagne, c'est pas que dans le rural. Aussi en ville, il y a de la terre qui a une valeur, en fait, une valeur d'usage. Et à partir du moment où on a décidé de l'excaver, parce qu'on a besoin de faire des projets de construction, etc., autant l'utiliser pour contribuer à la construction, justement. Donc l'idée, à l'origine, elle vient de là. Et le partenariat se constituait autour de la ville de Sevran, qui a été un peu l'initiateur de ce projet et qui notamment a bénéficié des fonds européens qui ont permis à tout le partenariat de mener le projet. Avec à terme un démonstrateur, une fabrique. Et qu'est-ce qu'on fabrique justement? Ouais, j'utilise même pas le terme démonstrateur parce que ça peut laisser penser que c'est juste là pour démontrer mais qu'on ne fait pas. En fait, c'est vraiment une activité économique, une société qui a été créée, une société coopérative qui a été créée, qui maintenant vit sa vie de société économique et qui produit 600 000, par exemple, blocs de terre comprimés par an, des mortiers, des enduits, des panneaux de terre extrudés, de la terre à piser et voilà, plein d'autres choses. Quels sont les freins à l'utilisation de la terre crue aujourd'hui? Je dirais que le principal est le manque de connaissances, parce qu'il y a tout un tas de préjugés, par exemple sur le coût, sur la réglementation, et c'est vrai que il y a des freins, il y a des difficultés peut-être un peu supplémentaires, mais on a aussi les méthodes pour les dépasser. Par exemple, on a parlé de réglementation tout à l'heure, Cycleterre a décidé d'investir dans des ATEX, des appréciations techniques expérimentales, ce qui fait qu'un maître d'ouvrage qui vient prendre les matériaux Cycleterre et qui les utilise en suivant les règles de l'ATEX, il s'est rassuré pratiquement automatiquement, sans besoin de passer par des études supplémentaires. Alors, si on regarde dans le passé, les plus anciennes traces de construction en terre crue découvertes en Europe semblent dater de 6000 avant Jésus-Christ. Pourquoi la terre crue représente l'avenir, donc, selon vous? Un petit point historique. Un point historique que je ne saurais pas faire, mais je vous crois sur parole. En tout cas, c'est vrai que c'est une technique ancestrale. L'humanité a toujours construit en terre crue. Et donc, pourquoi en reparler aujourd'hui? Parce que justement, elle a bien fait ses preuves. Et en même temps, on n'est clairement pas dans exactement les mêmes techniques, la même façon de construire qu'il y a 6000 ans. On a aujourd'hui toute l'ingénierie et toutes les méthodes pour pousser la terre vers plus d'industrialisation et donc aussi baisser les coûts et proposer ce matériau à tout le monde. Il ne faut pas que ça reste un matériau de niche en fait. Le but c'est que ça serve à tous les projets. Merci Sylvia De Vescovi. Je rappelle que vous êtes consultante dans l'éco-construction. Merci pour ce témoignage. Vous pouvez l'applaudir. Julien Ayokdogu, éco-artisan, je le disais, vous êtes à la tête de Ma Terre Première Habitat et membre du conseil d'administration du collectif Paille Île-de-France. Alors, il s'avère que vous avez été formé au CFA Docker, que c'est un retour pour vous. Alors, apparemment, pas pour vous plaindre, hein, c'est ça? Tout à fait. De la formation reçue, plus pour témoigner. Alors, quelle formation, justement, vous avez reçue ici? Alors, effectivement, ici, avec Lionel et ses équipes, j'ai été formé ici aux Chambres, donc il y a plusieurs années maintenant. C'était le début, c'est là où la graine a germé pour moi au niveau de la construction écologique.
Par la suite, j'ai passé les formations, la ProPaille. Et c'est à partir de là que vraiment j'ai été au bout de mon cheminement. Et c'est là vraiment que je me suis rendu compte que j'avais plus d'atomes crochus avec la paille que le chanvre. Pour des raisons personnelles, parce que j'ai grandi ici et j'ai beaucoup joué dans la paille. Peut-être sûrement ça a joué dans mon choix. Mais voilà, tout à fait. On a parlé du maïs pour certains, on a la paille en Exactement. suivant. Exactement. Il y a différentes façons de travailler la paille. Alors aujourd'hui, effectivement, on a plusieurs modes constructifs. On a la botte de paille, on va dire conventionnelle, qui fait 36-45, qu'on insère entre les montants. On a les caissons aujourd'hui, où on met les bottes de paille dans les caissons qui font toujours les mêmes dimensions. On a aussi développé une nouvelle technique, donc on est en train de mettre au point, qui est l'isolation thermique par l'extérieur. Ce sont des bottes de 22 cm d'épaisseur. Donc là, c'est le prochain défi du collectif paille, de pouvoir développer ce mode constructif pour pouvoir répondre à cet enjeu qui est la réhabilitation du bâti ancien. Donc comme le disaient les précédents interlocuteurs, le gros enjeu en fait du biosourcé, il est là. Et vous êtes lancé, vous, en quelle année dans ce secteur? Alors j'ai commencé en août 2019. Donc c'est une petite entreprise qui est en plein essor. Là, on a la chance pouvoir remporter des appels d'offres publics. Donc on voit bien qu'il y a vraiment un réel marché, il y a une réelle attente du public. Et quels sont les premiers retours que vous avez sur les chantiers menés? Eh ben, tout est favorable, hein, tous les feux sont au vert aujourd'hui. Hein. Chaque chantier nous rapporte d'autres chantiers, une visibilité. J'ai envie de dire, c'est le moment ou jamais de se mettre à l'écologie, là. Et les utilisateurs, les habitants sont... Les unités, bah, écoutez, au jour d'aujourd'hui, les matériaux biosourcés sont synonymes de matériaux sains, pas de cove. Enfin, il y a une réelle, il y a un réel enjeu qui soit autant physique et pratique. J'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est une construction intelligente. Alors, deux aspects aussi, les délais d'utilisation et l'approvisionnement. Comment ça se passe de ce côté-là? Alors, l'approvisionnement, aujourd'hui en France, on est, j'ai envie de dire, je crois, les premiers en Europe. J'ai pas envie de dire de bêtises au niveau de la production de blé. Donc, au niveau ressources, je pense qu'on est tranquille. Je crois qu'aujourd'hui, on est capable de fournir toutes les constructions neuves et toutes les réhabilitations juste en paille en France, toute l'année. D'accord. Voilà. Sur les délais, c'est un peu plus long. Vous me disiez en préparant que la seule difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de 1,6 personnes. Tout à fait. Tout à fait. Alors, si on compare du conventionnel au jour d'aujourd'hui, pour une personne qui fait du conventionnel, on est obligé d'avoir 1,6% de personnel. 1,6 personnes, voilà. Pardon, oui. De personnel. De personnel, oui, pour la mise en œuvre. Donc ça nécessite un peu plus de main-d'œuvre, donc il y a des besoins de formation. Complètement, complètement. Là, il y a. Donc, nous, on a allié avec Matière Première Habitat de l'ESS, de l'économie solidaire et sociale, où on prend des personnes en difficulté sociale pour pouvoir les réintégrer dans la société et pouvoir développer et le marché et l'emploi. Un dernier mot, pourquoi s'engager dans la paille comme vous? Pourquoi sans paille? Bah écoutez, pour moi, j'ai envie de dire, pour moi, c'est comme une évidence. Moi, je trouve que la paille, c'est magique. Enfin, moi, personnellement, ça me rappelle mon enfance. C'est ces odeurs, ces sensations. Et c'est un matériau renouvelable qu'on a à foison. Je veux dire, il faut en profiter. Il n'y a qu'à ramasser et à poser. D'accord. Bon, on va essayer ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. On poursuit ces retours d'expérience avec Philippe Lamarque et Arthur Cordelier. On va profiter d'avoir deux micros, comme ça vous pourrez intervenir sans vous marcher, sans attendre. Vous êtes respectivement président et directeur général de Wallup. Et vous allez nous parler d'une histoire d'amour. Alors,
pas forcément entre vous. Si, mais elle existe. Elle existe aussi. Et on va découvrir dans quelques secondes de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez, Philippe Lamarque, nous présenter Wallup, nous résumer l'activité de Wallup? Oui, bien sûr. Donc, je suis le président fondateur, mais avant, 2 petits correctifs par rapport à la table ronde précédente. Je fais un détour, mais c'est nécessaire. J'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de caractérisation de granulats végétaux. C'est vrai, sauf pour le chanvre. Le label chanvre existe depuis des années. Il est adossé au règles professionnelles. Voilà, il est reconnu par l'État. Donc ça, c'est un correctif important. Et le deuxième correctif, qui devrait intéresser plutôt Arthur, j'ai entendu dire que les jeunes n'étaient pas impliqués dans l'éco-construction. C'est faux. Wallup, c'est une moyenne d'âge de 25 ans. Voilà, c'est moi qui fais chuter la moyenne. Voilà, et ils n'ont pas été contraints de venir travailler. En l'occurrence, vous faites monter la moyenne. Je fais monter la moyenne, je fais chuter cette belle moyenne. Ça dépend de la perspective dans laquelle on se place. Donc la filière chanvre existe depuis 40 ans en France. C'est la France qui a reconduit cette filière chanvre sur tous les marchés. Donc le marché automobile, c'est aujourd'hui 20 millions de véhicules automobiles européens qui sont avec des tables de bord et des contreportières avec de la fibre de chanvre. Marché textile évidemment, marché alimentaire, marché du CBD, et puis le marché de la construction. Donc depuis 40 ans, cette filière travaille à reconduire ces techniques anciennes, hein, on parle du Moyen-Âge et avant l'Antiquité, et la filière est tellement mature qu'il fallait qu'elle passe à l'industrialisation. C'est le pari qu'a fait Wallup, c'est le premier. Wallup est la première industrie au monde à faire ça, en préfabriqué, de manière à accéder au marché du hors-site, c'est-à-dire de faire de la préfabrication qui permet d'accéder au marché de la construction neuve, d'une part, mais de la rénovation énergétique, les ITE, les fameux isolations par l'extérieur, avec un système effectivement similaire à l'automobile, c'est-à-dire certifier la qualité, ce qu'on ne peut pas forcément avoir sur un chantier, où il y a toujours des problématiques d'intempéries, de mise en œuvre. Voilà, c'est ça le pari de Wallup, et nous l'avons fait avec les 2 filières, la filière bois et la filière chanvre, que nous avons associées pour faire cette belle entreprise. Les intérêts, évidemment, de ces panneaux, Arthur, est-ce que vous pouvez nous les décrire? Très rapidement, du coup, c'est ça? À la vitesse que vous souhaitez. Non, mais pour simplifier, on n'a pas inventé l'eau chaude en créant Wallup, parce qu'on s'est étayé d'une technique qui existait déjà, qu'est la construction bois, l'ossature bois, l'expérience aussi qu'avait la France, et c'est clairement implanté dans nos mœurs de construire en bois. Bon, un petit peu moins que chez nos amis scandinaves, mais quand même, on a justement un cadre réglementaire qui est très environné, donc surtout pas révolutionner ce cadre réglementaire, mais plutôt s'appuyer dessus. Et intégrer cette filière chanvre, l'ajout d'un matériau biosourcé, filière locale, dans un système préfabriqué en bois. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a fait. Donc les avantages, c'est une adaptation totale au carnet de l'architecte. C'est très important pour nous de ne pas révolutionner, enfin surtout pour Philippe, pour le coup, parce qu'il a un passé, mais il vous en parlera probablement après, d'architecte. Donc de ne pas révolutionner le monde de la construction, de la préfabrication en disant nous, ça se passera comme ça. Non, c'est plutôt quelles sont vos contraintes et trouvons le produit qui s'y adaptera. Ne mettons pas non plus du béton de chanvre partout, ne mettons pas de la terre partout, ne mettons pas de la paille partout, mais mettons-en aux bons endroits. Et la préfabrication, elle permet cette anticipation-là. Donc vraiment, le gros avantage, c'est la préfabrication. Et si je devais en citer un deuxième, sans parler forcément de la technique, parce qu'on est tous des professionnels et on va tous vanter les mérites de notre produit, mais plutôt pour parler évidemment de la filière, de la provenance de ces matériaux. Nous, ce qu'on a souhaité vraiment mettre en place comme Cycleterre l'a fait, c'est d'apporter une valeur au territoire. C'est-à-dire que oui, on fait de l'industrie, mais on ne fait pas de la mauvaise industrie, on fait de l'industrie qui amène de la valeur aux gens qui transforment le territoire. On est sûr que l'agriculteur sera rémunéré à sa juste valeur, justement, pour l'investissement qu'il fait. Donc c'est, on va dire, les gros avantages préfabrication, valeur territoire. Puisque vous travaillez main dans la main avec les agriculteurs et les chanvrières, c'est ça? C'est ça, la filière chanvre est spécifiquement reconnue par le ministère de l'Agriculture à ce sujet, c'est ce qu'on appelle une filière intégrée. C'est-à-dire que quand nous on vend 1 mètre carré de mur, on sait pertinemment le prix que l'on paye à l'agriculteur en amont. Voilà, parce qu'il y a un seul intermédiaire, ce qui est la chanvrière qui transforme le matériau. C'est le cas dans aucune autre filière. Voilà, c'est la spécificité un petit peu qui embarque effectivement l'agriculteur dans l'industrialisation. Voilà. Justement, puisqu'on nous dévoile votre passé d'architecte, vous êtes intéressé aux chambres en 2006, pourquoi? Ah non, mon intérêt... Je ne suis plus architecte depuis l'année dernière. Non, mais vous l'étiez. Je l'étais pendant 33 ans. Je suis architecte en biosourcé depuis l'origine. Voilà, depuis l'origine, je travaille sur la paille, le bois et d'autres matériaux.
Et le chanvre, en 2006, j'ai demandé aux agriculteurs qui travaillaient avec moi, avec la paille, de s'engager dans la filière chanvre. Voilà, c'est comme ça qu'est apparu Planète Chanvre. Et voilà l'histoire. Et le CFA Docker qui nous a bien suivis. Il y a souvent une question que les gens se posent. Comment se cultive le chanvre? Je dis ça parce que est-ce que c'est en concurrence avec des terres vivrières? Alors, c'est pas du tout en concurrence avec la culture vivrière. C'est ce qu'on appelle une tête d'assolement. Donc, ça vient en début de culture. On plante la graine là en ce moment. On la récolte en septembre. Et derrière, il y aura du blé, de la betterave. Voilà. Et d'ailleurs, la culture qui suit a généralement un rendement supérieur de 10%. Parce que le chanvre est un petit peu comme la vigne. Il a un système racinaire très profond qui descend à 4 mètres. Donc, qui fracture le sol. Et qui va permettre à la plante suivante d'avoir moins besoin d'énergie pour aller chercher l'eau. Voilà. C'est une culture qui est sans intrants, sans pesticides, sans phytosanitaires sur chanvre. Voilà, donc elle est entièrement, même un agriculteur en conventionnel, quand il fait du chanvre dans son champ, il réduit son impact intrants et pesticides dans le champ. Donc ça a tout bénéfice pour l'agriculteur. Le seul inconvénient reconnu du chanvre, c'est son temps de séchage. Avec Wallup, vous avez contourné et transformé justement ce temps-là en atout. En effet, nous ne sommes qu'industriels et à la fois c'est une force, étant donné qu'on ne va pas répondre directement aux appels d'offres, donc on peut être en préparation même sur des bâtiments publics sans faire de concurrence déloyale aux entreprises, donc en préparation et en accompagnement du maître d'œuvre, des bureaux d'études techniques au développement du projet. Ce qui veut dire que quand l'appel d'offres arrive, nous on est bien au courant qu'il va arriver et on a déjà anticipé nos cadres de production vis-à-vis de l'appel d'offres. Ce qui fait que ce temps de séchage qui est une problématique qu'on va traiter chez nous, hein, donc c'est un problème qu'on conserve finalement, parce qu'il existe toujours. Les 30 jours, on les fait plutôt chez nous que sur le chantier à l'air et au vent. Mais cette problématique, on la contourne parce qu'on travaille en temps masqué. Quand la VRD va être en intervention, le gros œuf béton, etc., et ben c'est le moment où nous, l'étude, elle sera arrêtée et figée. On fait un petit vise avec l'architecte et on lance la production. Ce qui fait qu'à J1 du 28e jour du séchage de la dalle, on peut planter des spittes dedans et mettre en œuvre des murs. Ça veut dire que vous avez un temps de séchage qui est maîtrisé et plus subi dans la façon de travailler. Aujourd'hui, on a un système qui est vraiment très industrialisé et automatisé pour la fabrication. Donc ça, c'est la révolution industrielle pour la filière chanvre. Mais au niveau du système de séchage, on est sur une prise qui est en 8 heures, on va dire un durcissement de la chaux, qu'on appelle la prise, qui se fait en 8 heures à plat. Et après, on va relever les façades et directement les disposer sur leur rack de transport pendant 28 jours. Et au bout de 28 jours, si finition il y a appliqué, on applique les finitions. Sinon, on charge directement sur le camion. Wallup, c'est à la fois une start-up et une PME, hein, c'est ça? Voilà, c'est un petit peu un hybride. On souhaite garder ce filon PME. On ne souhaite pas un industriel massif. Par contre, on souhaite dupliquer, avec l'arrivée de la Banque des territoires au capital de Wallup, on souhaite dupliquer le système sur le territoire national. Donc ça a été dit, effectivement, la filière chanvre, historiquement, elle est plutôt sur le nord du territoire national. Tout le sud est en train de s'organiser. Il y a plein de micro-filières chanvre qui s'organisent en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, etc. Et donc l'idée de la Banque des territoires, c'est d'adosser un Wallup, deuxième transformation, sur ces chanvrières. Oui, Arthur, vous vouliez rajouter quelque chose? Simplement pour rebondir sur le maître mot, c'est... il y a 25% cible dans quasiment toutes les régions de France de construction neuve en biosourcé d'ici 2030. Aujourd'hui, on a 6% de part de marché. Si on faisait x3 des entreprises qui sont actuellement en place, ça ne suffirait toujours pas. Donc mixité des matériaux et donc évidemment rayonner sur le territoire. Et il y a un potentiel non négligeable. Vous m'aviez donné les chiffres de la fabrication de chanvre en 1900... Donc aujourd'hui, on est à 22 000 hectares en France. En 1940, on faisait 180 000 hectares de chanvre en France. C'est les États-Unis qui ont demandé, enfin exigé de la France qu'ils arrêtent la production en chanvre pour écouler la fibre nylon du monde de Moore. Voilà, donc on reconduit. Et le développement de Wallup, c'est aussi cette histoire d'amour. Alors, on y vient, vous allez nous la dévoiler. De quoi il s'agit en fait? Cette histoire d'amour, elle concerne qui? Alors, elle concerne déjà les deux filières chanvre et bois. Ouais. Il a fallu faire comprendre à la filière bois qu'on allait mettre de l'eau dans leurs murs. C'était pas évident. Ensuite, effectivement, il y a une adhésion de la jeunesse qui, moi, me plaît beaucoup. Voilà. Notre directeur général, qui est compagnon charpentier, 26 ans, voilà, on a fait le choix, avec mes associés, de choisir quelqu'un de jeune, d'impliquer. Et ça, c'est fondamental. Et en termes de développement, c'est surtout
un bailleur qui vous fait confiance depuis... Alors oui. Évidemment, en termes de confiance... vous avez eu une chance incroyable, c'est ça? Alors une chance, je pense que ça se provoque. D'accord. Donc je pense qu'on est... Évidemment, on a eu les bons contacts, on a eu le bon relais, mais le produit, vous l'avez vu tout à l'heure, tous les produits Biosourcés ont forcément plus d'intérêt pour le bailleur qui conserve le bâtiment et qui va avoir son retour sur investissement. Donc ça a été notre première cible. Et travailler avec des bailleurs, c'est travailler avec des gens qui aussi sont concernés par comment va être utilisé leur habitat. Et avoir des bailleurs qui nous font confiance, c'est évidemment s'assurer du chantier, mais c'est aussi s'assurer de la bonne utilisation des bâtiments et du beau retour d'expérience que peut avoir ces bâtiments. Parce que Ronan l'a dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de contre-exemple, au contraire. Donc c'est évidemment une histoire d'amour qu'on est en train de développer avec les bailleurs sociaux et les promoteurs. Certains y sont malgré tout sensibles. Avec plusieurs projets qui vous ont été confiés, 10 projets en 2 ans, c'est ça? On peut citer donc 3F, qui est un gros bailleur social, qui nous a confié 10 projets, quasiment les uns à la suite de l'autre, des autres. Alors il faut bien préciser qu'on a nos fameuses fiches FDBS, qu'on est en dépôt d'un avis technique auprès du CCB. Voilà, tout ça évidemment améliore les relations. Mais il y a une conviction chez eux. Voilà. Il y a une inertie, et l'inertie, nous, on s'est servi aussi de ce temps masqué de construction de l'usine, du lancement de la production pour faire tout ça. Donc c'est de l'investissement, c'est du temps, et il n'y a pas de solution miracle. Et en effet, il faut un petit peu mouiller le maillot, il faut aller au-devant. Les fiches FDES, c'est pas quelque chose quand on est charpentier qu'on a l'habitude de faire, on va dire. Mais on est très très bien accompagné, et de mieux en mieux par de dizaines d'associations. Ecopolis était présent, la filière bois, la filière chanson est présente aujourd'hui aussi. Donc on n'est pas seul, on est loin d'être seul. Ouais, merci pour ce témoignage. Merci à tous les deux. Et bonne route à Wallup. Et alors pour finir cette table ronde, on vous amène dans une bobitaine. C'est l'agence ABDPA et Antoine Brochard qui nous y amène exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est une bobitaine, Antoine? Alors, une bobitaine, c'est du patois gâtinais et c'est une petite maison où il fait bon vivre. Voilà. On va la voir peut-être. J'ai cru qu'on la verrait. L'idée, c'était, je pense, de montrer à la fin de cette table ronde une concrétisation, donc un projet réalisé qui puisse convoquer toutes les choses qui ont été dites ce matin, à la fois, cet après-midi, à la fois les grandes perspectives de transition et puis les questions de matériaux et de mise en œuvre. Et donc voir comment est-ce qu'aujourd'hui, certains maîtres d'ouvrage sont à même de porter ces convictions dans différents projets qui sortent et qui illustrent toutes ces questions. On va aller dans le Gâtinais, autour d'une petite bicoque qui n'est pas si petite que ça. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre cabinet? Alors nous, on est donc architecte à ABDPA et on travaille principalement sur la question de la réhabilitation, à la fois en milieu patrimonial, donc sur des monuments historiques, mais aussi sur du patrimoine plus banal, des fermes, des bâtiments ruraux, etc. Et donc c'est par cet angle-là que nous, on est arrivé sur les biosourcés, puisque les biosourcés, comme ça a déjà été dit, présentent de très bonnes qualités, de très bonnes propriétés par rapport aux bâtiments anciens qui étaient donc construits traditionnellement avec des maçonneries et avec cette question des échanges hygrothermiques. Et avant la crise du Covid, vous répondez à un appel d'offres concernant un bâtiment à Milly-la-Forêt, un tiers-lieu. De quoi il est question? Alors, c'est une demande du parc naturel régional du Gâtinais français qui avait sur son site une grange qui était inoccupée et qui a souhaité transformer cette grange en tiers-lieu. Alors c'est un tiers-lieu qui est un espace de travail partagé. L'idée pour eux, c'est de proposer des espaces tertiaires en milieu rural. Ça permet de diminuer les relations, les temps de transport entre les domiciles et le travail. C'était avant le Covid, donc tout le monde n'était pas encore équipé pour faire des visios et pour travailler chez soi, donc c'était une possibilité qui était en fait assez visionnaire, quoi, parce qu'on l'a mis en place de fait un petit peu forcé. Et quand on a eu cette demande, ce qui nous a vraiment touché, c'était justement le fait que les PNR sont des acteurs de la transition écologique, de l'aménagement durable du territoire. Et donc, il y avait une résonance très intéressante parce qu'on allait pouvoir
à partir d'un bâtiment existant, le réhabiliter et avoir savoir qu'on allait bénéficier de cette ambition pour la performance énergétique, pour l'aménagement et la conception durable. C'était pour vous un premier projet de ce type, vous en meniez d'autres sur ce territoire. Vous êtes choisi et vous faites face à quel défi alors ? Beaucoup de défis architecturaux dans l'organisation du projet, parce que cette grange elle est dans un site un petit peu contraint, on est adossé en limite séparative, on n'est pas très bien orienté, donc on a un programme qui est assez dense à faire rentrer dans ce petit bâtiment, c'est pour ça qu'il a une extension sur le côté. Voilà, on souhaitait en fait essayer de proposer une architecture qui corresponde justement aux valeurs du parc. Le parc voulait faire une sorte de démonstrateur à la fois de ces questions d'aménagement, de promouvoir la réhabilitation, de promouvoir des usages en centre-bourg et de promouvoir la filière chanvre. Avec une implication qui se fait aussi, comme le disait Philippe, sur toute la filière, c'est-à-dire essayer d'avoir des démarches auprès des agriculteurs, auprès des architectes qui vont être concepteurs, prescripteurs avec des formations, et puis auprès des entreprises aussi pour les accompagner dans les savoir-faire spécifiques, les règles professionnelles de mise en œuvre de cette question donc du béton chanvre, donc ce qui est un petit peu impropre comme terme, mais de cette chaux et cette chaîne vote qui sont mélangées, pulvérisées, banchées pour produire des isolations performantes sur les bâtiments, notamment les bâtiments anciens. Vous avez été confronté à ce fameux défi du temps de séchage et du phasage de chantier. Tout à fait, oui. Nous, on a déjà réalisé une dizaine d'opérations en béton de chanvre et on a bien mesuré justement tout le protocole qu'il y a à mettre en œuvre pour garantir une bonne exécution des ouvrages et arriver à gérer les plannings de chantier avec cette fameuse phase de 28 jours quand ça se passe bien et qu'il fait chaud et qu'il n'y a pas de remontée, il y a peut-être par capillarité. En fait, on a tout un process pour s'assurer du bon séchage et du bon timing de projection du béton de chanvre. C'est quelque chose qu'on a moins, une problématique qu'on n'a pas quand on utilise du bloc ou des fibres en panneau. Mais il y a toute cette question. C'est un bâtiment qui a été pensé aussi finalement dans le volume existant. Donc toute la charpente a été préfabriquée, assemblée sur place. C'est une sorte de grand mikado ou de grand meuble qui a été construit à l'intérieur du bâtiment. Et donc il y avait un fort enjeu logistique sur la manière dont on allait le fabriquer. Et c'est ce qu'on a entendu lors de la première table ronde, c'est cette connaissance des matériaux qui est importante, être formé, savoir les utiliser au bon moment, au bon endroit et bien calibrer effectivement les chantiers. Quels ont été les retours du parc et des utilisateurs à l'issue du chantier ? Le parc, on est très content. On a donc fabriqué dans ce lieu 6 bureaux individuels, une quinzaine de postes de travail. Et donc c'est un lieu qui a trouvé son rythme, qui vit bien. Et c'est un projet qui a été aussi distingué par la filière bois, puisqu'on a eu le prix régional de la construction bois Île-de-France pour ce projet. Vous, de votre côté, ça a été, qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'était un aboutissement, une fierté d'avoir réalisé ce projet ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, avant de réaliser ce petit projet, on en a réalisé d'autres sur le secteur du parc du Gâtinais français, pour des petites communes, sur des logements, des réhabilitations aussi de patrimoine rural. Et donc celui-ci est peut-être le plus complet et le plus ambitieux aussi sur la question du programme. Et donc pour nous, c'est une étape et on continue à travailler en ce sens, en essayant toujours de travailler avec intelligence avec les matériaux biosourcés, à trouver le bon emploi au bon endroit et essayer de continuer à développer et à faire des exemples pour cette filière qui en a aussi besoin pour pouvoir convaincre des maîtrises d'ouvrage, des clients, des architectes aussi, des entreprises qu'il est possible et nécessaire de s'engager sur cette voie des biosourcés. Est-ce qu'on peut dire pour conclure qu'en vous appuyant sur ces matériaux biosourcés, vous avez fait de cette petite bicoque, cette bobitaine, un grand projet ? De notre point de vue, oui. De votre point de vue, oui. Merci beaucoup Antoine Brochard.
Voilà, c'était plus rapide que prévu, mais c'était intense et intéressant. Est-ce que vous auriez des questions à poser à nos intervenants sur ces retours d'expérience? Merci beaucoup de votre participation. J'espère en tout cas que vous avez envoyé les petits mots-clés sur le nuage. Et oui, effectivement, il apparaît. On les voit et on va regarder ce que ça vous a inspiré. Je vais en prendre un ou deux. Tiens, adaptation, nécessité, frugalité.